Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre rencontre du 16 décembre 2014. Je vous demanderai de prendre place, s'il vous plaît. Sois à nos côtés, aide-nous, donne-nous la force de nous relever. Accueille les enfants qui sont décédés comme un père accueille en sa maison. Donne-leur la paix et le bonheur que tu promets à tous les enfants. Que son amour né sur cette terre grandisse, ce serait leur amour sur cette terre grandisse auprès de toi pour mieux nous consoler et nous redonner goût à la vie. Que leur amour uni à ton propre amour soit pour nous source de force et de courage jusqu'à ce que nous le retrouvions enfin pour partager ton amour dans la lumière de ta maison. Amen. Merci, conseiller Thibodeau. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour de la rencontre. Je vous propose peut-être de devancer le point 8.1 qui sera le rapport annuel du comité de participation des parents. Devancer dans l'ordre du jour, si possible. Oui, de le devancer, de faire un peu le 8.3. C'est ça, avant le 8.1, au niveau de l'étude des politiques. Alors, ça prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour modifié. Conseiller Mariage va proposer, conseiller Boudria va appuyer. Que soit adopté tel que modifié l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 décembre 2014 du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. En faveur? C'est adopté. Merci. Vous avez reçu le procès-verbal de la rencontre de la séance ordinaire du 25 novembre dernier. Alors, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît, pour proposer l'adoption. Conseillère Dory va proposer, appuyé de la conseillère Burns. Que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2014 du CECCE. En faveur? C'est adopté, merci. Est-ce qu'il y a... OK, là, il y a la séance inaugurale aussi, le procès-verbal de la rencontre du 2 décembre. Le proposeur, le conseiller Boudria va proposer, puis du conseiller Lemelin. Que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance inaugurale et organisationnelle du CECCE du 2 décembre 2014. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. Est-ce qu'il y a des questions qui découlent de la rencontre du 25 novembre ou celle du 2 décembre? Parfait. Alors, n'en voyant pas, on va passer à l'étude des politiques. Avec la politique 1.7, la structure des comités, on a le rapport annuel 2014 du comité de participation des parents. Alors, nous avons la présidente du comité avec nous ce soir,
pour nous faire la lecture, la présentation de son rapport. Bonsoir. Merci, bonsoir. Donc, Monsieur le directeur de l'Éducation, Monsieur le Président, chers conseillers et conseillères scolaires et membres de l'administration, il me fait plaisir ce soir de vous présenter notre rapport annuel du Comité de la participation des parents, mieux connu sous l'acronyme CPP. Donc, à titre de rappel, le ministère de l'Éducation avait demandé en 2006 à tous les conseils scolaires de la province de mettre en place un comité de la participation des parents dans le cadre de sa politique de participation des parents en éducation. Donc, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a ainsi créé le premier CPP dès 2006. Donc, avec l'adoption du projet de loi 177 sur le rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires, le gouvernement de l'Ontario a rendu obligatoire en 2010 la présence d'un CPP au sein de tous les conseils scolaires. Donc, suivant les règlements administratifs, le comité de participation des parents est composé de 15 membres, 10 parents, 2 représentants de la collectivité, une personne à la direction d'une école, un conseiller ou conseillère scolaire, plus un substitut, et la personne à la direction de l'éducation du CECCE ou son délégué. Donc, vous avez la liste de parents qui faisaient partie du comité de participation des parents, qui sont tous énumérés. À la page 2, donc on poursuit avec le nom des parents. Puis le CPP a aussi profité des services d'une personne ressource en M. Dubois, alors surintendant de l'éducation. Donc, je désire aussi souligner que la participation et l'appui d'autres membres du personnel du CECCE, dont le gestionnaire aux relations communautaires, M. Émile Maheu, et l'équipe des agentes et agents aux relations communautaires. Enfin, le CECCE a mis du personnel de secrétariat et de soutien informatique à la disposition du CPP lors de la tenue de ces réunions et nous les remercions très sincèrement de leur soutien constant à notre comité. Donc, au cours de l'année 2014, le CPP a planifié 4 réunions, les 20 janvier, 7 avril, 6 mai et 20 octobre. Toutes les réunions étaient publiques et elles ont eu lieu au centre éducatif du CECCE. Lors de la séance du 20 janvier, le CPP a adopté le mandat que le Comité sur la participation des parents en éducation a comme mandat de donner des avis et des recommandations au Conseil sur des stratégies visant à accroître la participation des parents dans l'actualisation des 5 cheminements du profil de sortie de l'élève, scolaire, personnel, professionnel, catholique et francophone. Donc, le CPP réalise principalement son mandat en donnant des conseils, des renseignements ou des avis à la direction de l'éducation ou aux conseillers et conseillères scolaires. Nous réalisons également notre mandat en communiquant avec les conseils d'école et en les appuyant, en entreprenant ou parrainant des initiatives pour aider les parents à soutenir la réussite et le bien-être de leurs enfants ou à participer davantage à la vie scolaire. 2 sous-comités ont eu des rencontres pour assurer un fonctionnement optimal du CPP en fonction des dossiers. Un sous-comité sur la formation et l'appui aux parents et aux conseils d'école, ainsi qu'un sous-comité de sélection des parents du CPP pour l'année. En ce qui a trait aux principales réalisations du CPP, il y a eu on a soumis des subventions pour la participation et l'engagement des parents, la correspondance de la ministre de l'Éducation, les rapports annuels des conseils d'école, il y a eu une analyse qui a été complétée, le projet de règlement administratif pour les conseils d'école. Il y a aussi eu la réalisation de guides des conseils d'école du CECCE avec l'aide d'une consultante, de nombreux ateliers de formation et web-émissions pour les parents, des ressources sur l'engagement et la participation des parents, un champ d'action prioritaire du CPP, le forum des conseils d'école, la consultation sur le plan d'amélioration 2013-2014 du CECCE,
la consultation sur le plan pluriannuel annuel 2014-2018 du CECCE, le colloque en 2014 de parents partenaires en éducation, le colloque provincial des comités de participation des parents et la planification des occasions de formation pour 2014-2016. Donc, le sous-comité de formation et l'appui pour les parents des conseils d'école a été très actif en proposant plusieurs activités de formation. Un deuxième forum annuel des conseils d'école qui a eu lieu le samedi 26 octobre. Près de 50 parents membres des conseils d'école ont participé à ce deuxième forum. Il y a eu 7 ateliers sur la cybersécurité, 5 ateliers initiation à la grammaire nouvelle, 6 ateliers initiation à la mathématique nouvelle, 6 ateliers parents accompagnateurs en exogamie, 11 ateliers TDAH. Enfin, en 2012-2013, le CPP a reçu du ministère de l'Éducation une subvention de 30 000 $ pour un projet de formation et appui innovateur, maximiser l'appui aux compétences parentales via le web. Ce projet a été terminé en janvier 2014. 3 demandes ont été déposées pour l'exercice 2014-2015 en fonction de l'exercice de priorisation. Donc, un sous-comité de sélection a été mis en place en septembre 2014 en vue de recommander au CECCE la membriété des parents pour l'année 2014. Nous avions 5 postes à combler. Les recommandations du sous-comité ont été présentées lors de la séance inaugurale. De plus, 2 parents du CPP ont participé au 5e colloque provincial des comités de participation des parents qui a lieu à Toronto en avril 2014. Pour terminer, nos pistes à suivre pour l'année 2015, nous débuterons notre année avec une membriété renouvelée au niveau des parents et 4 nouveaux membres. Il faudra donc revoir le mandat à la lumière de l'actualisation du profil de sortie de l'élève. Au moment opportun, il conviendra d'informer les membres au sujet de la vision stratégique 2014-2018 du CECCE. Il s'agira ensuite de poursuivre la planification des activités suite à l'exercice de la mise en priorité des thématiques de l'heure. Donc, il sera aussi pertinent d'ajuster la planification des activités à la suite des commentaires et suggestions reçus lors de la rétroaction et l'évaluation du 3e forum des conseils d'école. Donc, en terminant, au nom des membres du CPP, je souhaite remercier le Conseil des écoles du Centre-Est de nous avoir accordé sa confiance et son appui en 2014. En travaillant, en collaborant, nous sommes en mesure d'offrir une meilleure éducation à nos enfants. Encore une fois, un grand merci de nous avoir accordé et des personnes ressources extraordinaires pour mettre de l'avant des projets qui ont supporté, qui ont aidé les parents de notre conseil. Donc, un grand merci. Beaucoup, Mme Guénon. Je pense que c'est nous qui vous devons un très grand remerciement pour votre appui, votre leadership aussi à la tête du comité de participation des parents. On a vu certainement un très grand intérêt de la participation des parents au cours de l'année, mais aussi pour siéger au comité pour cette année. Alors, merci beaucoup. Je vais ouvrir la période de questions s'il y a des questions des conseillers scolaires sur votre rapport. Donc, conseiller mariage? Pas de questions, M. le Président, seulement un commentaire comme membre de ce conseil pour l'année en question. Je voulais juste féliciter le comité sous la direction de la présidente qui démontre un leadership exceptionnel sur ce comité-là, je dois vous avouer. Je pense que le CPP a réalisé des belles choses au cours de l'année. Un 3e forum que je vois grandir dans les années à venir. Et je sais très bien que je serai très bien remplacé par la conseillère Doré sur ce comité-là qui apportera des lentilles différentes que les miennes. Et je souhaite à Diane qu'elle vive une expérience bien comme moi je l'ai vécu sur ce comité-là. C'est vraiment un comité dynamique. Donc, je te souhaite une prochaine félicitation. Merci. Merci beaucoup, Mme Guénon.
Alors, maintenant, on va passer au 8.1. On va revenir à l'arrière. Donc, le 8.1 qui est devenu le... Ah, OK, pardon, pour recevoir le rapport. OK. Merci. OK. Alors, on va recevoir le rapport. Alors, que soit reçu le rapport annuel 2014 du Comité de participation des parents, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCA du 16 décembre 2014, proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. Adopté. Merci beaucoup. OK. Maintenant, au niveau de l'étude des politiques, la politique 3.9, le réaménagement des communautés scolaires, l'évaluation des recommandations du Conseil d'école de l'École élémentaire catholique Laurier-Carrière sur la décision du Conseil de modifier le secteur de fréquentation de cette école pour le Collège catholique Franco-Ouest. Je vais passer la parole à M. Roy, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Vous avez devant vous le rapport que nous avez demandé d'analyser les 2 recommandations qui avaient été présentées lors de la dernière séance. Je vais juste seulement vous rappeler qu'on a tenu compte aussi dans notre analyse de la rencontre qu'il y avait eu le 12 novembre dernier avec la communauté de Laurier-Carrière. C'était une séance d'information et aussi de présenter le processus de consultation et de répondre aussi aux questions au niveau de la communauté. Le 25 novembre dernier, bien, nous avions, suite aux présentations, il y avait 2 recommandations que nous avions demandé d'analyser. Donc, il y avait la recommandation qu'on a appelée dans le rapport recommandation A et il y avait la recommandation B également. Donc, le but de notre analyse était de voir les impacts que ça pouvait avoir, chacune des recommandations. Et l'administration a tenu aussi de regarder une autre option possible qui était au niveau de la recommandation B, de scinder une partie de la recommandation que vous avez dans le rapport qui se lit comme suit, que tous les élèves qui sont présentement inscrits à Pierre-Savard aient le choix de compléter leurs études secondaires, peu importe la concentration ou le programme régulier, à Pierre-Savard ou à Franco-Ouest. Donc, on a tenu bon de faire aussi cette analyse. Donc, vous avez les tableaux devant vous. Vous avez aussi au niveau des incidences et des enjeux. Et je vais laisser M. Belrose vous donner un petit peu plus d'informations au sujet du rapport qui se trouve davantage, je pense, à la page 39 au résumé. M. Belrose. Merci, M. Roy. À titre de rappel, je tiens à préciser l'objectif de départ de toutes ces séances de consultation étant d'équilibrer les élèves dans les 3 écoles de l'Ouest. Ça, c'est un objectif ministériel lorsqu'on reçoit les financements, là, de s'assurer que la viabilité à long terme et l'équilibre soient dans les 3. Et on a analysé les deux recommandations présentées à la séance de novembre. Pour ce qui est de la recommandation A, qui était de maintenir à long terme l'école Laurier-Carrière comme étant une école nourricière de Pierre-Savard, vous pouvez voir dans le rapport qu'il se crée un déséquilibre entre l'école Pierre-Savard à long terme et celle de Franco-Ouest. Pierre-Savard devient surpeuplé assez rapidement et Franco-Ouest, au contraire, va sur les barres des 80% qui est des normes que le ministère nous demande d'atteindre pour la viabilité des écoles. Et naturellement, nous n'avons pas recommandé cette option puisqu'elle ne rencontre pas à la base l'objectif de départ qui était d'équilibrer les écoles et d'assurer la viabilité et la qualité des programmes, principalement à Franco-Ouest. L'option B, nous avons fait aussi des projections en fonction de cette option, avec une clause grand-père pour les élèves de Laurier-Carrière qui sont dans le secteur actuellement. Et puis, malgré que le déséquilibre est pas aussi flagrant que le A, on réalise que les coûts à long terme de transport sont quand même très élevés puisque ça s'échelonne jusqu'en 2026, puisque déjà il y a des élèves là, de la maternelle à la 6e année à Laurier-Carrière qui auraient droit à cette clause grand-père et avec le transport vers Pierre-Savard. Et on devrait maintenir des autobus spécifiques pour
les élèves qui auraient droit à cette clause grand-père, puis on voit des coûts de transport de 425 000 $ plus les classes mobiles dès la première année, 2 classes mobiles additionnelles. L'option B que nous avons regardée, qui était finalement les 7 et 8e années actuellement à Pierre-Savard, qui poursuivraient leur secondaire, mais que les enfants cadets n'auraient pas de clause grand-père, on se devait de l'analyser, c'est peut-être une alternative, mais malheureusement, encore une fois, malgré que le déséquilibre des écoles n'est pas aussi flagrant que l'alternative A, il reste quand même qu'il y a des coûts quand même relativement importants en transport. Pour 150 000, il y a aussi 2 classes mobiles, puisqu'on devrait les ajouter pour être en mesure d'accueillir les 41 élèves actuellement à Pierre-Savard. Maintenant, on présente à la page 39 un tableau résumant la situation. Et puis, selon nous, la décision que le Conseil a prise le 28 octobre nous apparaît celle qui rencontre le plus les objectifs que le ministère nous demande lors de l'obtention d'un financement. Et puis, nous vous recommandons de maintenir votre décision du 28 octobre. Merci pour la présentation du rapport. Alors maintenant, je vais ouvrir la table aux conseillers, aux élèves conseillers, si vous avez des questions d'éclaircissement à poser sur le rapport, les options qui nous sont proposées. Conseillère Pilon. C'était juste une question sur le transport et les coûts du transport. Si on regarde à la recommandation A, c'est clair, je le vois. C'est la recommandation B qui que ça me chatouille un peu, c'est qu'on regarde à peu près 42 000 $ par année, mais c'est que je comprends pas combien d'élèves est-ce qu'il reste, parce que là, à chaque année, il va en avoir moins. Est-ce que ça va coûter plus cher au début, ou est-ce qu'à chaque année, si je cite un élève, ça coûte quand même 40 000? C'est ça, là, je voyais pas, c'est parce qu'on parle de 28 élèves. 28 élèves, c'est comme à la fin, là, dans l'année 2026, il n'y en aura plus grand. Il va y en avoir 1 ou 2 dans les dernières années. Donc comment la question, c'est échelonné jusqu'en 2026. Okay, Monsieur Roy. Je vais laisser M. Bellerose expliquer au niveau du transport. Merci, M. Roy. L'étude des coûts a été faite par notre consortium de transport. Et puis, effectivement, les premières années, les coûts sont plus élevés parce qu'il y a plus d'autobus dans le circuit, puisqu'on transporte les 41 élèves plus les 28 qui éventuellement vont progresser dans la clause grand-père, ce qui fait que les dernières années, c'est un élève de maternelle qui devra être transporté en taxi. Donc, le coût est plus élevé la première année, il est dégressif. Mais il reste que transporter un élève coûte quand même un taxi sur une base annuelle. C'est environ 30 000 $ sur une base annuelle juste pour un élève, peut-être la dernière année. Fait que c'est l'addition de l'ensemble des années qui donne 425 000 $. Okay. Oui, conseillère Pilon. Ça, c'est le gros maximum. C'est tout en considération à ce moment-là. Je pense que ça serait probablement un maximum, mais si advenant qu'une famille déménage, bien, le coût diminuerait, mais c'est une prévision pour nous aider à trancher. C'est des prévisions, là, présentement, avec le consortium de transport. C'est certain que ça, c'est des coûts d'aujourd'hui. Mais c'est les meilleures estimations qu'on peut faire à ce moment-ci avec le nombre, avec les enfants, puis ce qu'on estime là, présentement. On n'a pas pris en considération, en devenant qu'il y avait des enfants qui sont pas à l'école présentement. Ça aussi, si les frères et sœurs, est-ce que ça ajouterait? Si on ne pouvait pas l'estimer parce que les enfants ne sont pas dans notre système encore. Je ne sais pas si M. Bellerose a d'autres choses à ajouter. Ajouter qu'on n'a pas tenu compte de l'inflation des coûts de transport dans nos estimés. On a émis aussi comme hypothèse que tous les élèves actuellement à Laurier-Carrière, les 28 élèves se prévaleraient de cette clause, alors que ça pourrait changer. Et on se devait travailler avec des hypothèses. Et puis, on n'a pas tenu compte de l'inflation, mais on a tenu compte que tous les élèves iraient à Pierre-Savard. Le conseiller Boudria, ensuite la conseillère Dory.
Merci, M. le Président. C'est justement là-dessus que je me questionne. Donc, on assume que tous les élèves restent là pour bien souvent, c'est 12 ans, que le dernier des derniers serait conduit en taxi. Moi, mon expérience, ça fait quelques années que je fais partie de ce conseil-là, c'est que ça risque de ne pas se matérialiser, cette prévision-là, mais ça, c'est mon opinion basée sur du oui-dire. Oui, il va y avoir un coût, mais une des valeurs ajoutées de ce conseil, c'est qu'on est présent dans nos communautés, puis je pense qu'il ne faudra pas perdre ça de vue de cette table. Merci. Conseillère Doré? Si je ne m'abuse, des élèves qui sont hors territoire, hors de la zone territoire et qui veulent fréquenter une certaine école, n'ont pas de transport. Je parle de ce prémisse-là. Je sais que les élèves qui fréquentent la source, les parents veulent que ces enfants-là fréquentent la source, n'ont pas de transport. Un élève qui veut fréquenter l'école Franco-Cité à cause de la concentration sport et qui doit fréquenter Samuel Genet, parce que Samuel Genet est dans sa zone, n'a pas le droit à du transport. Si je ne m'abuse. Au secondaire, c'est différent. Si un élève est inscrit à une concentration qui est sanctionnée par le conseil, on va donner un billet d'autobus. On n'aura pas un autobus jaune, mais on va avoir un billet d'autobus qui permet à l'élève, il y a des coûts quand même supplémentaires. Pour les élèves, pour tous les autres élèves au niveau de 7e et 8e année, advenant qui décidaient de faire partie d'une pré-concentration, il n'y a pas de transport. Ça, c'est vraiment les parents qui doivent transporter ou payer pour leurs enfants. Et à l'élémentaire, on fait pas d'exception comme telle parce que il n'y en a pas à l'élémentaire. Si un parent, puis vraiment, il faut que ça prend une demande comme telle, une autorisation aussi au niveau de la surintendance pour des cas exceptionnels, disons, s'il devait fréquenter une autre école. Puis normalement, c'est parce qu'il y a une gardienne dans le secteur qui permet à ce moment-là d'avoir un autobus qui est déjà dans le secteur. Puis dans les autres considérations élémentaires, il y en a. C'est vraiment exceptionnel, puis ça prend l'autorisation au niveau de la surintendance. Puis normalement, c'est parce que l'enfant est déjà dans le secteur, mais on n'ira pas le transporter, à moins si des conditions exceptionnelles, parce qu'il n'y a pas de programme à une école, exemple, pour un enfant en enfance en difficulté, parce qu'il n'y a pas un programme dans son secteur. Alors, à moins d'une concentration au niveau secondaire, il n'y aurait pas de transport qui serait alloué. Alors, en allouant un transport ici, dans cette recommandation B, est-ce que on crée un autre précédent en plus d'allouer un transport à ces élèves qui sont hors zone? C'est exact. On ferait de façon exceptionnelle, on déroge vraiment de nos directives administratives. Merci de cet éclaircissement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'éclaircissement? Conseillère Tremblay, ensuite conseiller mariage. Puisque je n'étais pas ici à la réunion du 25, j'ai bien apprécié votre rapport, merci. Je remarque que la communauté a une préférence à demeurer à Terre-Savard. Et donc, dans la recommandation B, la première partie, où on évalue juste les 7e et 8e pour une de le coût est près de 250 000. Est-ce que vous avez fait l'analyse du risque de perte d'effectifs qui fait en sorte que cette option deviendrait justifiable? Je crois qu'on reçoit 13 000 par élève. Si advenant que le Conseil entérine ou garde finalement le statu quo avec sa décision du 28 octobre, est-ce qu'il y a un risque de perdre des élèves compte tenu de la situation? Monsieur Roy? C'est certainement une possibilité, oui. On peut pas faire d'hypothèse à ce moment-ci. C'est déjà, disons, à d'autres moments, lorsqu'on a dû ouvrir des écoles puis changer les secteurs de fréquentation, c'est certain que c'est une préoccupation au niveau des parents.
mais on doit aussi de regarder au niveau ce que le ministère de l'Éducation nous demande, au niveau d'équilibrer, au niveau des écoles. Ça, c'est un choix au niveau aussi des parents, au niveau d'une décision. Faut dire aussi qu'on offre aussi la possibilité aux parents qui sont présentement à Pierre-Savard, s'ils voulaient fréquenter Franco-Ouest au niveau de 9e, 10e, 11e année pour être ensemble au niveau des familles. On va certainement offrir à ces parents-là aussi de fréquenter Franco-Ouest avec le restant des membres de la famille. Parfait. Conseiller mariage? Merci, M. le Président. Puis je vais demander l'indulgence un peu de la présidence puis de mes collègues. Comme vous pouvez apprécier sûrement, c'est quelque chose d'assez émotionnel pour la communauté. Donc, en faisant l'analyse des scénarios, évidemment, comme table, on a tous à balancer les besoins et la viabilité à long terme des écoles dans la région, les demandes, des attentes des communautés, mais aussi la réalité des élèves, donc le sens d'appartenance de ces jeunes-là à Pierre-Savard. Évidemment, les jeunes de City Rich, je parle ici, se sentent comme des épaulards. Puis, évidemment, il y a une valeur innée là-dedans aussi. Dans mon analyse, j'ai conclu assez rapidement que la recommandation A, dans cette veine-là, n'était pas viable, dans le sens de saine gestion pour le conseil, de financière et des effectifs. J'ai concentré vraiment mes efforts sur les scénarios 2 et 3. J'ai quelques questions, M. le Président, puis un commentaire par la suite. Je me demandais si le coût associé au transport est le coût total du transport de ces élèves ou si c'est un coût en su ou en plus de ce qui serait alloué normalement pour ces jeunes-là. Donc, l'analyse semble suggérer que le coût estimé, c'est un coût total, présumant que les mêmes élèves auront besoin d'un transport vers Franco-Ouest, évidemment. Donc, j'ai parti de cette prémisse-là. Ça, c'est ma première question. Je peux les passer toutes, mais je pense que c'est mieux d'aller un par un. C'est un coût supplémentaire au niveau du conseil, parce qu'on doit quand même transporter les élèves selon, disons, les scénarios, parce que le présentement, disons, si on prend l'option B, c'est un coût supplémentaire de 250 000 qui serait imputé au conseil. De qu'est-ce qui est déjà planifié. Exact. Sans ça, si il n'y aurait pas eu de coût supplémentaire, on vous aurait indiqué qu'il n'y avait pas de coût supplémentaire. Donc, ce qu'on vous présente ce soir, c'est des coûts supplémentaires que le conseil devra absorber d'une façon ou d'autre au niveau des fonds de la salle de classe. Donc, c'est peut-être pour dire que c'est des fonds qui faudrait qu'on prenne de la salle de classe pour payer pour ce transport-là des élèves. Donc, ça, c'est la nuance aussi là, à apporter. Conseiller mariage? Dans cette même veine-là, le coût semble, dans le scénario B, semble être échelonné sur 12 ans. Puis, si on fait la mathématique là, sur 41 élèves divisé par 12 ans, ça donne environ 1800 environ par élève de plus. En tout cas, si on regarde ça avec cette lentille-là sur 12 ans, ça semble être assez minime comme montant de plus pour cette communauté-là. Pour l'option 3, on parle de 75 000 $ par année. Mais je sais pas, j'espère que je l'ai manqué dans le rapport, là, mais le nombre d'élèves pour le troisième scénario, est-ce que c'est 41 le nombre qui a été utilisé? OK. Donc, ça présume aussi que tous les élèves auront besoin d'un transport qui est peut-être ou peut-être pas le cas non plus. Donc, si on sous-divise encore, il faut garder en tête que les montants qui nous sont présentés sont amortis sur plusieurs années. Donc, c'est peut-être juste plutôt juste confirmer que j'ai bien compris cette section-là, Monsieur le Président. Est-ce que j'ai bien compris comment c'est divisé? Regardez l'option B, dont la troisième option.
C'est certain, c'est échelonné sur... Ça veut dire que c'est les élèves qui sont présentement en 7e année qui pourraient poursuivre au niveau de leur secondaire. Donc, c'est des coûts... parce que là, présentement, on va continuer aux élèves qui sont en 9e année, 9, 10, 11. On va continuer au niveau du transport qui sont présentement à Pierre-Savard parce que ils vont continuer leur secondaire. Donc, nous, c'est surtout vers la fin, ça va être surtout vers la fin au niveau des élèves qui sont présentement en 7 et 8. C'est à peu près ça le coût qui va nous coûter dans les dernières années, qui est d'environ de 150 000 $. Parce que là, présentement, il va y avoir quand même des élèves pour un bout de temps, pour les 3 ou 4 prochaines années, qui vont fréquenter Pierre-Savard, qui ont droit, parce que ça va être l'école de secteur. Là, nous ne serons pas vraiment... On ne verra pas l'impact vraiment jusqu'à temps que ces jeunes-là soient en 11e ou en 12e année, dans ce scénario-là. Ben oui, au niveau du transport, pas au niveau des immobilisations. Puis justement, sur la question des classes mobiles, dans tous les scénarios, je pense que c'est l'ajout de deux classes mobiles. Oui. Puis, donc, je me demandais, j'imagine que ça, c'est nécessaire en raison l'ajout des élèves qui viennent de Fernbank, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, qu'une fois que les élèves quittent en janvier ou quand l'école ouvra, que ces places dans les classes-là vont être plus nécessaires? Donc, il va y avoir, j'imagine qu'on pourra épargner de l'argent en envoyant les élèves qui vont à Fernbank. Donc, les places vont s'ouvrir dans l'école, j'imagine? Le mois de janvier, mais c'est des coûts parce qu'il va falloir garder des classes mobiles ou en ajouter des classes mobiles. C'est là-dessus, c'est pour septembre. Étant donné la décision qui a été prise de débuter au niveau de Fernbank, dans l'école de Fernbank, qui irait à Pierre-Savard pour le début jusqu'au mois de janvier. Donc, même si on a le rajout modulaire qui va être construit, faut garder aussi, on va avoir besoin des classes mobiles, étant donné qu'il y a une quarantaine d'élèves, c'est ce qu'on estime. Ce qui est raisonnable, je pense, pour une école secondaire, on voit ça souvent. Donc, merci pour les clarifications, Monsieur le Président. Comme commentaire, j'ai juste une couple de points à apporter pour mes collègues autour de la table. Premièrement, un des arguments dans le rapport que, de façon personnelle, j'accepte pas, c'est celui de la création d'un précédent. La réalité dans chaque communauté va être différente. La communauté d'Orléans, qui revendiquera peut-être ou peut-être pas des choses semblables, va vivre une réalité différente que la communauté de Laurier-Carrière, qui ont déjà vu un changement de zone de fréquentation il y a déjà 5 ans. On le refait encore une fois. Donc, dans mon esprit, il n'y a jamais 2 scénarios identiques qui peut dire que du fait qu'on renverse une décision aujourd'hui, que c'est un précédent, on doit l'accepter. Donc, je pense que ça revient à nous, comme table politique, d'évaluer chaque demande des communautés au cas par cas. Puis ça revient aussi à la communauté de revendiquer leur cas au Conseil dans les consultations au préalable. Je pense qu'on doit s'avouer qu'à quelque part, il y a eu un problème de communication, que ce soit de la table ou de l'administration, du conseil d'école ou même en termes de ce que les parents ont perçu dans les communications. À quelque part, il y a eu un manque de concentration, puis je pense qu'il y a un peu de blâme à signer un peu partout. Mais dans la même veine de jamais 2 scénarios identiques, je pense que ces leçons apprises avec ce qui est passé dans cette communauté-là ne seront pas répétées. Je pense que notre façon de communiquer ces choses-là vont changer, ce qui porterait que ce genre de scénario-là arrivera pas encore. En tout cas, je l'espère. Donc, on a démontré aussi de la flexibilité dans le passé. Dans ce même dossier, suite aux consultations avec des communautés, on a modifié un peu les zones de fréquentation à Crystal Beach, par exemple, pour accommoder ces parents-là. Aussi pour la viabilité de Franco-Ouest, mais aussi en raison des revendications qu'on a eues lors des consultations.
Donc, je pense qu'on peut aussi, dans ce cas-ci, démontrer un certain montant de flexibilité, reconnaissant que c'est de façon exceptionnelle qu'on le fait ce soir, puis en raison du sens que la communauté s'est pas sentie consultée, puis c'est pas juste un ou deux parents qui m'ont communiqué ce sentiment-là. On l'a vu le 25, on le voit encore ce soir avec le nombre de parents qui sont là. C'est pas mal tous les parents affectés qui vivent ce scénario-là, qui se sont sentis pas consultés. Je dois dire dans cette veine-là aussi qu'on a eu des communications comme quoi que oui, le conseil d'école a eu les communications, puis il y a des parents qui ont dit oui, on a lu l'information, mais au sens large, il y a eu un sentiment de manque de consultation. Peu importe le résultat ce soir, collègues, je pense qu'il va y avoir des parents, des membres de nos communautés qui ne seront pas 100% contents de la décision qu'on va prendre. J'ai parlé à quelques parents hier qui m'ont confirmé que c'est regrettable, mais qui m'ont confirmé que dépendant de la décision qui est rendue aujourd'hui, qu'ils vont carrément retirer leur famille de notre conseil. Je pense qu'on se doit de garder ça en considération. C'est sûr qu'en présentant les données au conseil, l'administration doit nous présenter quelque chose qui représente une saine gestion financière. On demande ça dans nos directives administratives. Mais comme table politique, on a un peu plus de flexibilité que l'administration a à cet égard-là, puis ça nous revient de prendre ce genre de décision-là. Donc, dans cette veine, Monsieur le Président, j'ai une résolution à proposer, appuyée par la conseillère Pilon. Il y avait d'autres questions d'éclaircissement à ce moment-ci. En débattant la motion. Ben, je pense qu'il y a des questions d'éclaircissement, parce que je n'ai pas fini de faire le tour. Il y a une résolution, Monsieur le Président. Mais est-ce que vous accepteriez qu'on prend, comme je comprends que vous voulez la déposer, mais j'ai vu le conseiller Thibodeau qu'il y a une question d'éclaircissement. Oui, absolument. Je veux juste lui permettre de poser la question d'éclaircissement. Oui. Je vais revenir à vous pour votre motion. Conseiller Thibodeau. Deux choses. Je pense qu'il faut aller, oui, c'est vrai que c'est important, la question des parents. Mais il faut aller plus loin. Une école, il faut qu'elle soit viable académiquement. Il faut qu'il y ait des nombres. Une école qui aurait 20 ben, c'est difficile d'offrir un amalgame de cours. Alors, des fois, il faut aller plus loin que ça. Et quand j'entends l'argument qu'on va retirer notre enfant de l'école, ben, je me dis, vous parliez d'appartenance. Vous avez une appartenance et vous n'avez pas pour le conseil. Ça sera un choix que je respecte des parents, mais je trouve ça regrettable d'avoir cette menace, mais qu'on ait ce discours-là, parce que la question d'appartenance. Mais je pense que c'est important de regarder plus loin une question d'argent, mais il y a une question de, quand le ministère a mis ça, c'est vraiment pour bien balancer les écoles. Une école où, je sais pas moi, il y a 180 élèves, ben c'est difficile d'offrir une amalgame de cours. C'est une école de 300-400, c'est une école qui est plus viable académiquement, à moins que je me trompe, là. Mais j'étais 30 ans dans l'enseignement et je me rappelle, on avait ce discours-là, j'ai fait des petites écoles, des grosses écoles, et je voyais la différence. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Oui, c'est frustrant pour les parents, je comprends. Mais il faut penser aussi au système. Il faut penser à la viabilité. On parle d'excellence. Comment est-ce qu'on peut offrir une amalgame de cours, rechercher l'excellence quand on a une école qui n'est pas à pleine capacité, parce qu'on... Bon, il y a des choix difficiles qui doivent être faits, mais je pense qu'il faut penser à ça. Ça n'a pas été amené sur la table, mais ça, quand le ministère est arrivé avec cette règlement-là, je pense que ça a été pensé, cette idée-là, de tenter de balancer les écoles pour que ça ait du sens. Surtout dans la communauté, cette nouvelle communauté-là, je pense qu'il va y avoir de belles choses qui vont être faites dans l'Ouest. Bien, assurons-nous que nos écoles secondaires qu'on installe, qu'il y ait des programmes, que les élèves puissent vraiment vivre leur secondaire, puis vraiment tenter d'avoir la meilleure éducation qu'ils peuvent avoir. Qu'on ne se retrouve pas avec une école vide, puis que, ben, on se débrouille.
Alors, c'était mon commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant que je retourne? Oui, conseillère Doré. Bien, le seul commentaire que j'aurais, c'est que c'est certain qu'en étant une table politique, on a des décisions difficiles à prendre par moment. Puis on se souvient qu'il y a des années où est-ce qu'il a fallu fermer des écoles parce qu'il fallait en construire dans les banlieues. On a fermé 25 écoles à un certain moment pour pouvoir construire dans les banlieues. Les gens ont fait des sacrifices à ce moment-là. Puis c'était pas drôle. Puis à un certain moment, on a pris la décision de demander au ministère des argents pour construire une école à Fernbanks. Bien, c'est parce que ça répondait à un besoin. Puis, c'est comme le conseiller Thibodeau disait, il faut équilibrer les nombres. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé une école, c'est pour équilibrer les nombres. Alors, moi, ce sont mes commentaires. Puis, j'espère, en tout cas, que les parents vont voir qu'à Fernbanks, ça va être une école qui va briller par son excellence, comme toutes nos écoles d'ailleurs, et que les programmes qui seront offerts répondront aux besoins de la communauté. Alors, en tout cas, j'espère moi, que les parents vont comprendre que pour la table politique, c'est pas toujours facile, mais il faut avoir un regard à la grandeur du conseil. Et moi, c'est mes commentaires ce soir. Merci beaucoup. Alors, j'ai entendu le conseiller mariage. Je proposerais peut-être de recevoir le rapport. En premier, on reçoit le rapport, puis après, je vais me tourner vers le conseiller mariage pour sa proposition. Alors, je vais vous lire la recommandation. Que soit reçu le rapport CFCCE 2014-2015, plan 05, portant sur une évaluation des recommandations du Conseil d'école de l'École élémentaire catholique Laurier-Carrière sur la décision du Conseil de modifier le secteur de fréquentation de cette école pour le Collège catholique Franco-Ouest, tel que présenté à la séance ordinaire du Conseil du 16 décembre 2014, proposé par la conseillère Doré et appuyé de la conseillère Tremblay. Discussion en faveur? En faveur. Adopté, merci. Alors là, je vais me tourner vers le conseiller mariage pour sa recommandation. Peut-être parler lentement. Merci, M. le Président. Juste avant que je propose ça, juste deux clarifications pour mes collègues qui viennent d'intervenir. Pour le conseiller Thibodeau, je suis 100% d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que la recommandation A n'était pas valable, parce que ça donnait une disproportion dans les écoles. Mais pour les recommandations B et C, ça gardait, je pense qu'il y a une divergence de peut-être 1 ou 2% dans les scénarios qui ont été donnés. Donc, ça garde quand même une balance au-delà des normes du ministère. Puis pour la conseillère Doré, la communauté de Laurier-Carrière n'ira pas à Fernbank. Ils sont ciblés pour aller à Franco-Ouest. Donc, il y a juste peut-être... Oui, c'est en raison de remaniement des zones de fréquentation de Fernbank, mais aussi on parle d'élèves qui iront à Franco-Ouest. Oui, M. le Président. Donc, de façon exceptionnelle et nonobstant la décision du 28 octobre 2014, que tous les élèves qui sont présentement inscrits à Pierre-Savard aient le choix de compléter leurs études scolaires, peu importe la concentration ou le programme régulier, à Pierre-Savard ou à Franco-Ouest, ainsi que les frères et sœurs qui fréquentent Laurier-Carrière avec transport scolaire. Donc, c'est la recommandation intégrale B de la communauté. Alors, vous avez proposé et j'ai vu la conseillère Pilon qui appuie la recommandation que les élèves à Pierre-Savard aient le choix de compléter leurs études secondaires, peu importe la concentration du programme régulier à Pierre-Savard ou à Franco-Ouest, ainsi que les frères et sœurs qui fréquentent Laurier-Carrière avec le transport scolaire. Alors, discussion sur cette recommandation-là. Il y en a qui veulent parler sur la motion. Conseiller Boudrian. Juste un petit commentaire, M. le Président. Je pense qu'on a tout le point de vue.
j'ai moi-même, avant de devenir conseiller scolaire, fait partie de l'équipe qui est venue voir des délibérations dans cette salle de conseil. Et puis, je vais apprécier comment l'effort que la communauté a mis pour appuyer leur école, notre conseil. Et puis, je crois que ce que le conseiller mariage propose est tout à fait aligné avec la vision et les priorités de ce conseil. Et je l'appuie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou discussions à ce moment-ci? Non? Alors, on va passer au vote. Alors, vous voulez OK. Alors, on demande un vote enregistré. Je vais voir si Mme Bolduc a sa feuille. C'est bon? Alors, tous ceux et celles qui sont en faveur de la proposition, levez la main, s'il vous plaît. En faveur, Monsieur le Président. Bon. Oui, je vais nommer les noms. C'est bon. Alors, j'entends la conseillère Briand, le conseiller Boudria, la conseillère Pilon et le conseiller Mariage. Et et le conseiller Lemelin. Okay, donc je vois 5 noms et maintenant je vais demander les comptes de lever la main. Alors, on a 3 mains, le conseiller Thibodeau, la conseillère Doré, Thibodeau, Doré et la conseillère Burns. Et les abstentions, la conseillère Tremblay. Alors, j'ai 5. C'est adopté. Ouais. OK. Alors, la recommandation B est adoptée. Alors, on a reçu le rapport et on a adopté la recommandation B. Merci du rapport. Merci à la communauté qui s'est déplacée pour écouter les délibérations. Alors, maintenant, je vais passer au prochain item à l'ordre du jour, au niveau de la politique 1.0, le processus de gouvernance, le mandat au comité de participation des parents sur le mouvement Ottawa-Ville bilingue. Monsieur Roy, s'il vous plaît. Vous vous souvenez que en septembre dernier, vous avez fait part que dans le cadre du 150e de la Confédération, en 2017, il y avait le mouvement de Jacques Lecourville-Nicole qui avait formé un petit groupe au niveau du mouvement pour une capitale officielle ville bilingue. Je vous avais fait part aussi qu'on avait reçu beaucoup d'informations pendant l'été, puis je vous avais divulgué aussi, vous avez informé au niveau de l'information que j'avais reçue. En même temps, il y avait 3 mouvements. Il y avait l'ACFO, le Dialogue Canada, puis le mouvement pour une capitale officiellement bilingue, qui revendiquait pour une ville bilingue. Et à ce moment-là, vous aviez une résolution qui était que Ottawa, capitale nationale du Canada, soit désignée bilingue. Par la suite, il y a eu un communiqué qui a été envoyé au niveau au niveau des médias pour dire que le conseil scolaire appuyait le mouvement. Depuis ce temps, j'ai eu aussi des membres de la communauté qui m'ont demandé peut-être de solliciter les parents ou d'encourager les parents de signer la pétition ou moins de sensibiliser et informer les parents qui avaient ce mouvement-là et d'encourager les parents à peut-être à signer la pétition comme telle. C'est certain aussi dans les démarches. Ils m'ont demandé aussi au niveau des élèves, mais je pense qu'au niveau des élèves, il y a certainement la FESFO qui peut faire un bout de chemin au niveau de sensibiliser au niveau des élèves. Parce que je pense que c'est certain comme conseil, on ne veut certainement pas demander aux élèves de faire de la politique ou d'utiliser les élèves pour un mouvement quelconque au niveau politique. Ce soir, ce que je viens vous demander au niveau de la table politique, je sais que la communauté aimerait bien qu'on sollicite les parents à signer cette pétition, mais moi, j'ai pas eu le mandat de votre part de demander ou de trouver des façons d'inviter les parents à signer cette pétition. Fait que, donc, ce soir, c'est certain que si vous me donnez le mandat, moi, je devrais aussi aller au comité de participation de parents pour savoir comment est-ce qu'on devrait inviter les parents à participer
au niveau du mouvement, soit, disons, surtout au niveau de la consultation? Est-ce qu'on le fait par l'entremise des conseils d'école? Est-ce qu'on envoie une lettre à tous les parents? Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement au niveau des stratégies qu'on va entreprendre? Donc, ce soir, ce que je vous demande, c'est est-ce que, c'est définitivement comme conseil, on appuie le mouvement de ville bilingue, mais est-ce que vous donnez le mandat à l'administration, étant donné que la communauté nous a demandé peut-être de nous impliquer davantage, de solliciter des parents, de signer cette pétition, est-ce que vous donnez le mandat à l'administration de continuer à solliciter l'appui des parents? Alors, ce serait aussi par l'entremise du comité de participation des parents pour valider l'approche. Conseillère Doré? Est-ce que les différents organismes, je ne sais pas si je l'ai manqué, mais est-ce qu'ils se sont consolidés, là? Est-ce qu'ils, en un, puis il y a un porte-parole? À ce que je comprends, ils ne sont pas consolidés encore, mais j'ai pas... dans la communauté, présentement, il y a vraiment le mouvement comme tel de M. Nicole qui continue, Courville Nicole qui continue, mais j'ai rien entendu au niveau des autres. Est-ce qu'il l'appuie? Peut-être, il appuie peut-être pas au niveau du moyen, mais il appuie certainement au niveau de la ville bilingue. Oui, supplémentaire. C'est que je trouve que il devrait à ce moment ici s'unir, puis qu'il y ait un porte-parole. Comme ça serait plus solide que d'aller à nos parents tout de suite, que un groupe ici, un groupe là, un groupe là. Parce que je sais qu'il y avait une réunion récemment de différents partenaires et Jacques de Courville-Nicole. Alors, je ne sais pas ce qui en est sorti de cette réunion-là, à savoir qui est le porte-parole, puis vont-ils s'unir pour que le message soit commun, puis qu'on s'organise réellement. Non. Je ne sais pas si c'est un peu prématuré de prendre une décision tout de suite. Je pense que nous, comme table politique, on a pris la décision de ne pas se ranger nécessairement dans un camp ou l'autre, mais juste d'être en faveur du principe. Et ce qu'on essaie de voir, c'est si on peut continuer de mousser l'intérêt de la population, même si la campagne électorale municipale est terminée. Donc, c'est plus un enjeu nécessairement dans les journaux, etc. On n'en parle plus. Donc, au lieu de perdre un peu le rythme, on voulait voir s'il y avait moyen de susciter l'intérêt des parents. Maintenant, c'est un peu délicat aussi. C'est pour ça qu'on voulait aller voir d'abord le comité de participation des parents pour obtenir leur son de cloche avant d'aller de l'avant. Donc, conseiller Thibodeau. À la l'aise, parce que pour les conséquences, vous vous rappelez, moi j'avais voté contre à cause de ça. Ouais. Bon, dans le fond, oui, je le trouve important, mais est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que ça va se perdre parce que le mouvement s'en va tout partout? Moi aussi, je voterai pour, mais il me semble qu'on va vite. Je pense qu'on a demandé une clarification. Qui on va supporter, qui va parrainer ce dossier, qui va l'avancer au bout? Moi, c'est la seule raison pourquoi j'avais voté contre. Je pense que j'avais voté contre. Même si je suis à 100%. C'est ce que la conseillère a soulevé. Puis je me demande si à ce moment-ci, on va demander aux parents d'envoyer une lettre. Je ne sais pas, là. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Le fond est bien, mais justement. Dans le commun, ce serait d'éviter les parents vraiment signer la pétition qui circule présentement au niveau du mouvement de ville bilingue. Ce serait ça vraiment qu'on demanderait aux parents, comme on a fait, comme il y en a plusieurs qui ont fait présentement, de signer cette pétition qui circule. Là, c'est à savoir ce que la conseillère Doré vient de mentionner. Peut-être l'approche est un petit peu différente. Est-ce qu'on devrait communiquer pour voir est-ce qu'ils ont une voie commune là, maintenant au lieu d'avoir des approches? Parce que la dernière fois, les trois avaient la même intention, mais il y avait des approches qui étaient différentes.
Il y avait une approche, puis là, présentement, on n'a rien. C'est comme moi, peut-être la conseillère Doré a eu plus d'informations, mais j'ai rien eu au niveau du mouvement comme tel, l'approche qu'ils vont préconiser, étant donné que là, maintenant, il y a eu les élections, il y a un nouveau conseil municipal. Quelle approche qu'ils vont prendre pour mettre des pressions face à la ville? Je pense qu'il est important de connaître l'approche étant un conseil scolaire. Je pense qu'il y a une façon d'amener un dossier. Je pense qu'il faut s'assurer que ça va être une approche, il ne faut pas utiliser le mot acceptable, mais une approche qui va avec les valeurs du conseil qu'on veut véhiculer par rapport à mener un dossier aussi important. OK. C'est bon. OK, parfait, c'est remarqué. Conseillère Doré? Un commentaire, parce qu'une question qu'un parent peut poser, c'est, vers qui avez-vous l'acheminer? Est-ce que c'est... parce que il y a différentes personnes là, qui chapeautent justement ce même dossier, mais vu que c'est quand même plusieurs parents là, qui sont... on a combien de familles là, qu'on va solliciter? Alors, il faudrait réellement savoir à qui on l'achemine pour s'assurer qu'il va y avoir un suivi de fait et que ça s'en va aux bonnes personnes. Est-ce que vous avez une question? Non. C'est bon. Donc, on ne sait pas nécessairement à qui ça serait acheminé. Présentement, au mouvement, il y a le site, là, au niveau avec la fameuse pétition. C'est définitif qu'on peut continuer, nous, à poser des questions, parce que vous êtes certainement aussi sollicités dans la communauté. Je peux certainement poser la question au niveau des trois organismes, parce qu'ils sont unis. Est-ce qu'on a une voix commune? Par la suite, aux questions que vous posez ce soir, puis on peut revenir en janvier au niveau avec les réponses que j'ai. Puis en même temps, bien, je vais vous demander aussi dans la communauté, avec les personnes, si vous avez des réponses ou de l'information de m'en faire part, parce que c'est quand même un dossier politique. Puis si vous avez de l'information, ce serait important qu'on le sache au niveau de l'administration. OK, parfait. C'est bien. Alors, est-ce qu'on est d'accord à poursuivre dans cette veine-là ou Oui, conseiller Boudria. Je pose la question, peut-être que si on veut aller dans cette direction-là, on veut faire une pétition en ligne ou la déposer à l'Assemblée législative ou quelque chose, on peut le faire de nous-mêmes. On peut le faire via les gens de communication, là. On peut, notre page Facebook, notre site Internet, je ne sais pas, il y a des moyens qu'on puisse le faire sans nécessairement s'associer à un groupe ou l'autre, parce qu'on appuie le principe, c'est clair. Ça serait peut-être une option à considérer, c'est qu'on le fasse de nous-mêmes. Qu'on apporte ce point-là au comité de participation des parents comme option pour obtenir leur son de cloche? Au niveau des participations de parents, ce qu'on irait surtout, c'est de la façon de consulter les parents. C'est un des mandats, ça, au niveau du comité de participation de parents. Ce que j'ai besoin de savoir avec vous, est-ce qu'on veut continuer à trouver des façons, une fois qu'on a répondu aux questions que vous avez posées ce soir, de solliciter les parents à appuyer le mouvement d'une façon ou l'autre. Puis ensuite, le moyen ou de la façon, on va revenir, parce que là, présentement, il y a un mouvement comme tel, qui est une pétition qui circule. Les autres mouvements, à ma connaissance, sont beaucoup plus silencieux, là, présentement. Donc, la seule façon de le faire, là, présentement, à moins que c'est avec le mouvement d'une capitale officielle bilingue. Ça, puis il y a un site, puis il y a toutes les informations. Puis c'est certain que les parents, ils ont peut-être entendu parler, puis ils pourraient y aller, les autres, de leur propre gré, d'aller sur le site. Mais est-ce que l'ensemble des parents est conscient? Est-ce que l'ensemble des parents sont allés au site? Est-ce qu'ils ont signé la pétition? C'est juste d'appuyer, c'est une façon davantage d'appuyer le mouvement. OK. Conseillère Pilon? Oui, moi, c'est juste mon inquiétude, c'est qu'il y a plusieurs petits groupes qui sont contre le bilinguisme, puis eux, ils sortent avec toutes sortes de statistiques, de comptes, puis ils sont très actifs. Et puis, je voudrais qu'on soit prêt à répondre aux questions avant qu'on se mette dans ce bateau-là, parce que eux, ils vont sortir, là, puis ils vont avoir tout leur compte. Pourquoi ça coûte plus d'argent? Pourquoi qu'on ne devrait pas le faire? Donc,
c'est juste mon inquiétude. Donc, je veux juste que ça soit plus optimisé. OK, parfait. Et conseillère Dory? Un dernier commentaire. Moi, je suis absolument d'accord que quand on aura la réponse, qu'on sait vers qui acheminer tout ça, que ça ait un impact, je suis d'accord d'aller via le comité de participation des parents excellent comme gestion qu'on passe par ce comité-là. Oui, j'ai des questions. Vous pouvez poser des questions ce soir. Je n'ai pas toutes les réponses. Okay. On va certainement continuer à chercher l'information. OK. Donc, on reçoit l'information ce soir. C'est bon? Vraiment à faire, il y a... On est bon. Oui. Vous êtes correct avec ça? C'est bien. Alors, on n'a pas eu de rencontre au niveau des rapports de comité. On n'a pas eu la rencontre du comité consultatif pour l'enfance en difficulté à cause de la température, je crois. La rencontre du 10 décembre a été annulée. Et le comité plénier siégeant à huis clos. Conseiller Poirier, avez-vous une recommandation? Oui, j'ai une recommandation. J'en ai pas? OK. C'est de recevoir vous allez proposer, conseiller mariage, appuyé de la conseillère Doré, de recevoir les recommandations. La recommandation de la séance ordinaire à huis clos du CECCE siégeant en comité plénier à huis clos, du 16 décembre 2014. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. OK. Maintenant, au niveau des rapports de monitoring, donc en ligne avec nos politiques, on a une politique sur le remplacement d'urgence de la direction de l'éducation, parce qu'apparemment, il est remplaçable en cas d'urgence. Alors, on a une politique là-dessus. Monsieur Roy, voulez-vous nous parler de ça? Bien, vous avez le rapport devant vous, advenant qui je dois être remplacer la direction de l'éducation. Donc, dans le rapport, vous avez Mme Sylvie Tremblay, la surintendante exécutive, Mme Sylvie Tremblay, qui soit la personne désignée à la direction d'éducation en attente d'une nomination officielle à la direction d'éducation, en cas de décès ou de maladie grave. Donc, advenant que c'est à court terme, mais c'est certain, Mme Tremblay peut continuer au niveau assumer le poste de direction à l'éducation. Je pense que vous connaissez aussi très bien Mme Tremblay. Elle a l'expérience, elle a les connaissances nécessaires pour assumer les responsabilités d'une direction d'éducation pour des raisons exceptionnelles advenant de maladies. Pas de décès, j'espère. C'est ça. C'est une drôle de politique, hein? Ouais. Mais je pense que c'est important d'avoir un plan de match. Mais ça n'arrivera pas. C'est juste, on fait juste ça parce qu'il faut le faire. Donc, non pas administrative de Mme Tremblay, que se passe-t-il? Nous pourrions avoir une autre rencontre. Ah, on pourrait avoir une autre rencontre. C'est bon. OK. Là, on a assez taquiné tout le monde. Là. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur, un appuyeur? Conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Burns. Que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 2014-2015-11 portant sur la politique 3.8, remplacement d'urgence de la direction de l'éducation, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 16 décembre 2014. En faveur? En faveur. Adopté, merci. Maintenant, au niveau de la situation et les activités financières au 10.2, s'il vous plaît, M. Roy. Vous avez les rapports devant vous. Je suis conforme à chacune des sous-limites et je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport de monitoring qui est présenté? Ça va. On peut le recevoir. Est-ce qu'il y a un proposeur? Conseillère Doré et appuyé du conseiller Thibodeau. Que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 2014-2015-10 portant sur la politique 3.2, situation et activités financières, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 16 décembre 2014. En faveur? En faveur. C'est adopté. Merci. Au 11.1, vous avez un sommaire du compte de dépenses des conseillers scolaires. Donc, vous voyez
le rapport trimestriel et un rappel aussi de soumettre les comptes de dépenses à l'attention de Mme Bolduc. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. Au 11.2, vous avez le rapport annuel du Consortium de transport d'Ottawa. Monsieur Roy. Vous avez le rapport devant vous. J'aimerais souligner davantage page 64 ou page 2 du rapport, les grandes réalisations au niveau du consortium. Donc, je pense que c'est une page importante. Et l'autre page importante, c'est à la page 3, des données. Donc, vous allez constater qu'il y a beaucoup plus d'élèves, encore une fois, transportés. Une autre donnée qui est importante au niveau, surtout autant au niveau du ministère, c'est le pourcentage de parcours jumelés. Il y a 75,6% des parcours qui sont jumelés. Il y a le pourcentage aussi d'élèves qui est transporté, 73,2%. Et vous avez là certaines quand même des données importantes au niveau du consortium. Je suis prêt à répondre à vos questions. Vous avez reçu le rapport. Monsieur Belrose aussi fait partie du comité du conseil d'administration. Donc, conseiller Thibodeau. Monsieur Belrose, question de clarification. Est-ce qu'on a eu une hausse parce que la gasoline était très élevée? Est-ce qu'on joue avec comme là, la gasoline a baissé beaucoup? Au niveau des coûts d'opération du transport. Oui. Est-ce que tous nos autobus sont remplis chaque soir? Là, c'est 89,6. C'est ça que vous posez comme question. Est-ce que ça a un impact sur les coûts d'opération? Je demande à M. Belrose à y répondre. Merci, M. Roy. Je comprends bien les coûts d'essence. Il faut comprendre que le ministère a mis une clause d'ajustement pour les transporteurs il y a déjà 4 ou 5 ans. Ce qui fait que lorsqu'il y a une hausse, le ministère subventionne la hausse directement aux transporteurs. Donc, on reçoit la subvention et on les paie. Et à l'inverse, il n'y a pas récupéré de l'argent encore. C'est un peu comme les avions. Ouais. Une taxe spéciale d'essence sur l'avion. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement sur les... Oui, conseillère Doré. Je me demandais s'il y a un effort qui est fait pour que les chauffeurs soient francophones au sein de autobus. D'accord. Merci. Monsieur Roy. C'est définitif que les efforts, et on revendique que ça fait partie des contrats, mais je vais laisser M. Belrose, encore une fois, qui connaît mieux les démarches qu'on entreprise, que le consortium entreprise au niveau pour les conducteurs. Merci, M. Roy. Oui, effectivement, le ratio d'anglophones est quand même relativement élevé comme conducteur dans tout le réseau. Malgré le fait que c'est une clause au contrat et qu'on le revendique régulièrement, on voit que l'amélioration n'est pas très marquante et on va continuer à le revendiquer, mais malheureusement, ça semble difficile d'avoir des conducteurs francophones au même ratio du moins qu'on le souhaiterait l'avoir. Ce qui compense un peu, c'est au niveau des brigadiers, c'est évident qu'on essaie d'avoir des élèves qui sont relativement bilingues, ce qui fait qu'il y avait un incident. S'il y avait des tout-petits qui sont moins habiles avec la langue, bien, au moins on pourrait subvenir à leur sécurité immédiate et les diriger dans le cas d'un accident entre autres. Parfait, merci. Merci d'avoir soulevé la question, la préoccupation. D'accord? Est-ce que ça va? OK. Alors, c'est bon. Vous avez reçu par l'entremise, au 11.3, vous avez reçu par l'entremise de Mme Bolduc le cahier d'information sur la FOCSC, la dernière rencontre qui a eu lieu la semaine passée. Si vous aviez des questions, peut-être la conseillère Lacombe à son retour pourra y répondre. Ça va? La même chose aussi pour la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Je n'ai rien à mentionner. Vous avez des questions? La FOCSC a célébré aussi l'ouverture de ses nouveaux bureaux qui sont plus situés au centre-ville de Toronto. Récemment, la semaine passée.
Non, on va... Oui, conseiller mariage. Juste là-dessus, M. le Président, puis je veux dire, c'est relié, là, c'est pas directement sur le rapport, mais c'est plutôt sur la formation des conseillers scolaires. J'ai regardé sur le site web des conseils anglophones ou les associations de conseils anglophones. La formation semble être plus longue. Je ne sais pas si j'ai mal lu, là, mais est-ce que c'est en même temps? OK. Mais non, les conseils, le conseil catholique, je pense qu'ils ont deux journées, ils ont le 16 et le 17. Ils ont une formation avec le ministère le 15 et ils ont le 16 et le 17. Nous autres, on a la FOCC, on a organisé, puisque c'est vraiment des associations qui organisent la formation, et la FOCC a préconisé une journée, le 16. Le vendredi au lieu du vendredi et samedi. C'était une formation, parce que c'était le ministère qui était parallèle, là, mais... C'est le jeudi le 15. Le vendredi, c'est ils ont organisé pour les francophones catholiques, les 8 conseils francophones catholiques. C'est ça. Vous avez certainement vu le programme, vous l'avez reçu, le programme, dans ce qui était envoyé avec la FOCC, dans la trousse, qui était envoyé avec la trousse. Oui. Je vais tout vous renvoyer. Ouais. Si vous répondez sur le... Oui. Alors, c'est bien important si vous pouvez faire suivre vos préférences en termes de transport là, à Hélène d'ici vendredi matin, disons, pour qu'on puisse procéder avec les réservations pour les conseillers scolaires. C'est les blocs de chambre, je pense. Oui. Les blocs de chambre, je pense qu'on est correct, mais pour les vols ou le train, c'est à mentionner aussi que le lieu de la formation n'est pas à l'aéroport de Toronto. C'est à une trentaine de minutes de l'aéroport. C'est plus proche de Pearson. Donc, c'est très loin du train. C'est à Meadowvale, à Mississauga. Ouais. Alors, si on arrive, c'est ça. Donc là, si on arrive, si un ou deux conseillères arrivent en même temps, on peut prendre un taxi ensemble pour s'y rendre. C'est ça. C'est bon? On pourra vous s'en parler un petit peu plus. Au 11.5, on a le rapport des élèves conseillers. Alors, je vous cède la parole. Élève conseillère Cassandra. Donc, bonjour, il reste 3 jours avant les vacances. Fait que moi, je fais le décompte depuis octobre, donc on est très excités. Il y a aussi toujours les applications qui se font au niveau postsecondaire. Donc, les 10e années sont en train d'appliquer pour soit l'université ou le collège. Et je suis même fière à dire qu'il y a plusieurs élèves de notre conseil qui ont déjà reçu des réponses dû à leur excellent rendement scolaire. Les élèves sont très occupés avec leur dernier projet de dernière minute donné par les profs qui mettent tout en même temps. Donc, c'est tout à finir par vendredi. Ou sinon, c'est rapporté après les vacances. Et moi, je pense toujours que ça devrait être illégal de donner des projets durant les vacances, mais c'est juste moi. Et autre que ça, il y a plusieurs activités qui se passent dans les écoles dans le cadre de Noël. Donc, il y a des spectacles de Noël, photos avec le Père Noël, il y a des semaines thèmes style journée lupin ou journée chandail lait de Noël ou chapeau de Noël et surtout une journée pyjama. Et il y a les messes de Noël qui vont se passer cette semaine. Et c'est ça qui se passe dans les écoles. Non, c'est ça, ouais, c'est bon. L'approbation de David. Excellent. Les activités au 11.6, vous avez les activités mensuelles des membres du conseil et de la direction de l'éducation. Donc, on a un peu la pratique de mettre à cet item-là les activités auxquelles on a participé durant le dernier mois. Oui, monsieur conseiller mariage. Oui, je vais juste souligner, j'ai participé dimanche avec le directeur d'éducation ainsi que le surintendant Richardson et en la présence de Bernard Grandmaître à la messe familiale à Bernard Grandmaître, puis c'était une expérience exceptionnelle. On voit vraiment rayonner la communauté et quand on voit un gymnase plein à craquer pour voir des jeunes faire une crèche du vivant. Puis de voir le monde qui se sont montrés juste en termes de dignitaires, que M. Grandmaître s'est présenté aussi, c'était quelque chose. Donc, j'espère pouvoir partager des photos avec vous. Merci beaucoup. Merci pour ça. Au 11.7, vous avez la couverture médiatique du dernier mois.
C'est bon. Au 11.8, vous avez l'agenda annuel du Conseil. Et au 11.9, vous avez oui, conseiller Thibodeau. La réunion du 16 janvier est à confirmer. Il ne devrait pas en avoir à Ouais. moins que... Donc, si on ça, en a donc le besoin. 11, comme vous voyez au 11.9, au 11.8 et au 11.9 aussi, vous avez la séance du 13 janvier qui était à confirmer, mais je pense qu'on n'aura pas, à moins qu'il y ait des développements majeurs, mais à ce moment-ci, on risque de revenir ensemble à la fin janvier seulement, et non le 13. Ça vous va? Donc, vous nous donnez une petite pause aussi à l'administration qui prépare la documentation. Donc, au niveau du mois de janvier, il y a une première rencontre du comité de participation des parents et aussi la rencontre mensuelle du CCED, en plus de la formation des conseillers scolaires. C'est vu pour le mois de janvier. OK. Alors, ça prendrait un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, pour recevoir les informations. Conseiller Boudria va proposer, appuyé de la conseillère Pilon, que les informations transmises sur les points communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance ordinaire du CECCA du 16 décembre 2014. En faveur? C'est adopté, merci. En faveur. Merci. Et au niveau de l'auto-évaluation, en quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact en salle de classe? Je pense qu'on a eu des bonnes discussions à huis clos comme à l'ouvert. Puis je pense qu'à ce moment-ci de l'année, j'aimerais prendre le temps de vous remercier, de vous souhaiter de très belles fêtes, un très, très, très joyeux Noël. Et à toute l'équipe qui nous appuie, à l'administration, à M. Roy et à tous les surintendances, un très joyeux Noël, un bon temps de repos. Tous ceux qui ont fini leur magasinage depuis le mois d'août, félicitations! Ceux et celles qui restent encore à magasiner, on a encore quelques jours. Profitez du bon temps des fêtes pour passer du temps en famille avec ceux et celles que vous aimez beaucoup. Alors, M. Roy, je sais pas si vous voulez dire quelque chose aussi. Vous avez dit mes paroles. Moi aussi, j'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une bonne année. Je pense que c'est important de prendre du temps en famille. Je sais que vous travaillez fort au niveau de comme votre rôle comme conseillère scolaire. Puis vous êtes souvent dans la communauté, mais c'est du temps aussi de prendre du bon temps en famille. Puis peut-être penser à soi-même aussi dans le temps pour se reposer. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël, bonne année, la santé et tout ce que vous désirez pour la prochaine année. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vois un proposeur, le conseiller Thibodeau, appuyé de la conseillère Doré, que la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du 16 décembre 2014 soit levée à 20h25. En faveur? En faveur. Adopté, merci. Bonsoir, Diane. Joyeux Noël à toi aussi. Monique. Bonsoir et puis joyeux Noël et bonne année à tous. Joyeux Noël.